Le charbon de Noël. Chapitre 1. Nathanaël regarda avec ennui l'atelier des lutins s'illuminer. Il était 5 heures, l'heure habituelle de son tour de garde pour voir si tout le monde s'attelait à ses tâches. Cela faisait près de 50 ans pour lui qu'il supervisait les ateliers. Il y en avait 10. Chacun avait sa spécialité. Du jeu en bois au jeu électronique et du jeu de société au jeu de création, et surtout le préféré de Nathanaël depuis qu'il était enfant, les poupées. Il adorait voir ces petits visages de cire prendre vie sous les coups de pinceau délicats des lutins. Depuis quelques années, il avait travaillé sur un nouveau projet pour changer les matériaux utilisés dans la fabrication des poupées. Adieu le plastique et le silicone. Il avait découvert une cire spéciale qui prenait la même apparence produite par les abeilles de Lapon. C'était la première année que les lutins l'expérimentaient. Ce Noël était un peu spécial. Quand il entra, le bruit familier des machines en mouvement l'empêcha d'entendre Gwen, la lutine en charge de l'atelier des créations, mais aussi une amie proche. « Oh, Nat !»« Pardon, Gwen, aujourd'hui j'ai du mal. »« C'est sûrement le stress du grand départ. Cette année tu descends avec ton père ?»« Oui, il se fait vieux, et sa magie en ce moment n'est pas stable. Il est temps que je l'aide sur le terrain. » Gwen le regarda avec attention. Elle ne dépassait pas les 1 mètre, mais son visage sérieux et ses grands yeux bleus accompagnaient de son assurance en imposée. « Si t'es pas prêt, ne le fais pas. »« Je le suis. Et puis, ai-je le choix ?» Gwen, captant son regard triste, ne releva pas. C'était la première fois en 150 ans qu'elle voyait son ami si triste. Elle se rappelait de lui, petit pourtant, qui voulait tant accompagner son père. Elle ne releva pas. « Regarde !» lui dit-elle, le regard fièrement, en sortant de sa poche un petit mannequin. Le corps et le visage de la poupée brillaient, et pas une seule imperfection ne venait troubler la poupée articulée. Un grand sourire éclaira le visage de Gwen. Elle connaissait son amie. « C'est une réussite !» s'écria-t-il. « C'est merveilleux, comme elle est belle !» Il prit la poupée et se dirigea devant l'établi de couture. Quand Nathanaël releva la tête, il était déjà plus de 16 heures. C'était le moment où tous les lutins cessaient de travailler et couraient pour prendre le goûter. Ici, le soleil se couchait vers 15 heures. Travailler au-delà était périlleux, même avec toute la magie de son père. Il ne pouvait pas continuer sans l'énergie solaire. Il remonta vers sa maison quand il vit que, justement, son père était là, ses bottes rouges devant la porte. Quand il passa l'entrée, une odeur de cannelle l'envahit. « Ah, te voilà, fiston, je voulais te voir. » Nat sortit la poupée articulée qu'il avait minutieusement habillée et la déposa devant son père. Le vieil homme la manipula avec précaution. « Elle est magnifique !»« Je suis fier de toi, que tu aies trouvé des solutions aussi incroyables. » Il regarda son fils et, sous ses lunettes en demi-lune, son regard s'emboît. « Je ne suis pas encore sénile, Nat, et je sais que prendre la relève te pèse. » Nathanaël baissa les yeux, la gorge serrée. « Disons que je n'ai plus cette même envie. Moi, ce que je veux faire, c'est innover et penser à l'avenir pour les enfants de demain. Je veux contribuer à changer ce monde, papa. »« Ne crois-tu pas que je le fais chaque année ?»« Si, et j'en suis conscient, mais disons qu'il faut aussi prendre en considération que les temps changent et que nous devons évoluer avec notre monde. Il est vital de rechercher de nouveaux matériaux. Il faut qu'on se réinvente. » « Je te laisse carte blanche. Et justement, je voulais t'en parler. Nous allons ouvrir un atelier d'innovation et c'est toi qui seras en charge de ce pôle. »« Merci. » Nathanaël se sentit compris et tellement soulagé de voir que son père, si ancré dans les traditions, avait enfin répondu à sa demande, il se sentit plus léger. Il releva ses manches et demanda : « On commence par quoi ?» Son père se mit à rire. « Oh, doucement. On commence par préparer la tournée qui est demain, mon garçon. » Il sortit de sa poche un bonnet en velours rouge doublé d'hermine et le posa sur la tête de son fils. « Demain, c'est ton baptême de l'air. Tu ne le vois pas, mais nous œuvrons pour la même chose. Ta magie devient puissante, Nathanaël, et tu es capable de tout mener de front. » Le vieil homme se leva et serra son fils, qui était bien plus grand que lui, dans ses bras. Il lui rappela qu'à 19 heures, il devait venir voir les reines et veiller à la préparation de l'attelage. Quand il ferma doucement la porte, Nathanaël sentit une étrange solitude. Pourtant, pour la première fois de sa vie, il se sentait compris.
Il regarda en contrebas le chalet de son meilleur ami, Ethan. Mais cela faisait quelques mois que le lutin s'était retranché chez lui. Il avait cessé de croire en la magie. Le brun eut une furieuse envie de frapper à sa porte et de boire un vin chaud avec lui, comme avant. Il passa devant les reines. Elles mangeaient paisiblement l'herbe luminescente, leur pelage scintillant à la lueur de la nuit. Le foin de Laponie qu'elles mangeaient était gorgé de magie et participait à la réalisation de Noël. Elle leur donnerait vigueur et assurerait leur vol. La magie de Noël était partout présente. Depuis toujours, elle coulait dans ses veines. Son père l'a nommée une étincelle de joie. C'est elle qui animait les ateliers, faisait voler les objets, et le plus incroyable rendait possible l'impossible. Mais c'est le 25 décembre, à minuit, qu'elle atteignait son paroxysme, exaucant les rêves de milliers d'enfants. Et si demain je n'arrive pas à contrôler ma magie, questionna Nathanaël doucement aux reines, une pointe d'inquiétude dans la voix. Tonnerre hennit doucement comme si elle avait compris la question et cherchait à le rassurer. Il posa sa main sur le mufle chaud et tendre. Il se sentit rassuré. Il faisait partie de ce tout. Il était différent de son père, plus rêveur, plus enclin à remettre en question les traditions. Pourtant, il avait compris que cette différence était sa force. Il allait insuffler un nouveau souffle à la magie de Noël, tout en respectant les traditions. Danseuse et née à son tour. Elle était noire comme le charbon, mais ses grands yeux bleus lui donnaient une profondeur différente des autres. Il la caressa à son tour et, sans vraiment comprendre pourquoi, il se mit à penser à Hans Trapp, celui que les enfants nommaient le père Fouettard, mais aussi l'ancien meilleur ami de son père. Lui aussi possédait la magie. Il y a des centaines d'années, Hans Trapp avait été doué de ce pouvoir extraordinaire, mais il n'avait jamais réussi à le maîtriser jusqu'au jour où tout avait éclaté. Cette nuit-là, un étrange écho avait traversé le paysage hivernal, emportant avec lui une rumeur inquiétante. Pour la première fois, les loups avaient hurlé dans leur village. Hans, en colère et frustré de ne pas parvenir à contrôler sa magie, se confronta à son père, animé par la jalousie. Fou de colère, il l'attaqua. Les deux magies s'entrechoquèrent de plein fouet, et Hans draina littéralement la magie de son père avant de fuir la Laponie. Une nuit longue et glaciale s'était alors abattue sur la contrée, et Nicolas tomba gravement malade. Une famine terrible dévasta les populations, et des guerres éclatèrent aux quatre coins du monde. C'est aussi pendant cette sombre période que le peuple des lutins se révéla à son père et le sauvèrent de sa faiblesse et de son désespoir. C'était son moment préféré quand il était enfant. Quand son père lui racontait, les étoiles plein les yeux, comment le peuple lutin était apparu et l'avait aidé à se relever. Les lutins avaient pris sa main et l'avaient emmené dans les profondeurs du bois de pin coupé du bois. Il lui fit faire des bûches pendant des semaines et des semaines. Son père avait ainsi retrouvé son physique. Le soir, il les sculptait, creusant dans le bois tendre et faisant naître des animaux, des créatures fantastiques, des héros, des princesses. C'est ainsi que tout s'était enchaîné. Hans Trapp, l'homme s'était réfugié en Allemagne, dans les forêts profondes de la Westphalie, et chaque année, quelques jours avant Noël, à l'instar de son père, il distribuait les cauchemars noirs comme le charbon aux enfants passages. C'était étrange de voir que, d'une manière naturelle, il était devenu l'antithèse du Père Noël, distribuant cauchemars et terreurs, pendant que l'autre distribuait joie et amour. Nathanaël pensait souvent à lui, à cet homme qu'il n'avait jamais connu, mais dont l'ombre planait sur la magie de Noël, cet homme qui avait marqué bien durement son père. Il voyait bien qu'à chaque fois qu'il abordait le sujet, son regard se voilait. Des centaines d'années plus tard, le vieil homme continuait de souffrir de la trahison de son ami le plus cher. Il ne s'était plus jamais adressé la parole, chacun retranché dans son rôle, le bien et le mal, le yin et le yang, une dualité si différente et pourtant tellement liée. Nicolas avait néanmoins cultivé la rancœur dans la haine, maudissant Hans, mais jamais il ne lui avait porté atteinte. Nathanaël caressa une dernière fois Danseuse et se releva. Ce soir avait lieu le grand repas où sa mère remercierait les lutins pour tout leur travail. Il aurait tellement aimé qu'Ethan soit là. Il devait se reprendre, pour Gwen au moins. Quand il entra, l'air chaud le frappa de plein fouet. Il sentit la douce odeur de cannelle et vit sa mère en train de servir les lutins. Elle lui sourit de loin. Il prit place devant la cheminée,
à côté de son père. En passant devant lui, elle lui caressa les cheveux et vola un baiser à son père. Il les regarda avec affection. Ils s'aimaient tellement. Son père l'avait rencontré quand il avait prospecté dans un atelier de jouets au Danemark, et depuis, ils ne s'étaient jamais quittés. Une fois que la magie les avait liés, c'était leur destin qui ne faisait plus qu'un. La magie de son père s'étant mêlée avec celle de sa mère. Le lien était quelque chose de très sacré. S'unir quand on était porteur de la magie n'était pas une mince affaire. Seule l'évidence de rencontrer son âme sœur permettait qu'on prenne ce risque. Pour Nathanaël, et autant dire que pour lui ce n'était pas près d'arriver. Il avait des envies, mais jamais assez pour avoir envie de rester. La dernière jeune femme en date, Émilie, avait fini de l'exaspérer avec sa lubie des messages sur les portables. Non, définitivement, l'amour ne semblait pas fait pour lui.